Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Brut de préférence au sein de Volodalone. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Cyril et puis on va parler d'un thème qui est lié notamment à la préparation physique et qui est un thème qui fait parler beaucoup de lui avec cette fameuse phrase « no pain, no gain ». Donc autrement dit, si je le traduis, c'est plus je dépense d'énergie, plus je risque d'être meilleur. Il y a des chances en tout cas, il faut que je transpire à chaque entraînement. Est-ce que c'est logique? Ma première question, c'est est-ce que c'est logique de penser comme ça? Alors, si je faisais la traduction complète, je dirais sans douleur, il n'y a pas d'avantages qui sont perçus. Alors, on peut prendre une image pour essayer de formuler cette manière de voir le monde. C'est l'image d'un arbre qui est en compétition avec d'autres arbres et puis qui essaie de devenir grand. Et puis pour devenir plus grand, il va falloir qu'il puise plus d'énergie. Je ne sais pas, moi, qu'il ait des racines plus grandes, qu'il accepte d'aller chercher plus d'énergie pour se faire grandir, pour essayer d'être plus haut que l'autre. Et si tu es plus haut que l'autre, il y a de fortes probabilités pour que tu te mettes à être plus dominant, donc à être meilleur en compétition, à prendre plus la lumière. Puis après, tu peux très bien avoir une rétroaction positive qui se rajoute dessus, qui fait que puisque tu prends plus la lumière, tu te sens mieux, tu as plus confiance, tu vas encore aller plus chercher d'énergie entre la lumière solaire et puis de nutriments dans le sol. Donc tu vas devenir de plus en plus grand. Et donc la douleur, la difficulté que tu auras eue, t'aura permis de grandir. Une fois là-haut, bien évidemment, puisqu'on parle de compétition, il y en a d'autres qui voudront prendre la place, parce que la place près du soleil, chacun en a envie, c'est, au niveau de toutes les mythologies, on retrouve ça. Et donc tu vas prendre aussi plus de vent. Et donc tu vas devoir supporter, là encore, et dans ta croissance, et pour le fait de rester grand, de supporter plus de douleurs, plus de difficultés pour prendre ta place au soleil. Donc dans ce sens-là, l'expression sans douleur, sans difficulté, sans capacité à faire face à ces difficultés, tu ne peux pas grandir, elle me semble assez évidente. Ok, mais alors si je reprends ton analogie avec les arbres, toi tu parles aussi souvent de cette phrase où tous les arbres montent au ciel. Mais en fait, tous les arbres montent au ciel, mais en tout cas, ils prennent la direction vers le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent tous à la même hauteur, au même moment, au même endroit. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire qu'il y a des paramètres propres à chacun qui expliqueraient que certains y arrivent, d'autres moins bien ou d'autres pas du tout? Alors, je dis, il y a des éléments dans notre physiologie, dans notre manière d'être, qui font que si on est plutôt fondé pour aller vers le soleil, eh bien on va aller en direction du soleil. Mais en général, j'ajoute à ça que les arbres, je ne dis pas les arbres vont au ciel, puisque j'ajoute plutôt que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire ils vont en direction du ciel, mais ils ne montent pas jusqu'au ciel. Ça veut aussi dire que s'ils ne montent pas jusqu'au ciel, il y a quelque chose qui les calme. Même à vouloir progresser, à y réussir, à un moment donné, la toute-puissance dans le monde n'existe pas. Donc la question qui pourrait être posée, c'est pourquoi la toute-puissance n'existe pas? Pourquoi le vivant est en même temps puissance et limite? Pourquoi il y a quelque chose en nous qui nous amène à monter? C'est-à-dire aller expliquer à un alpiniste qu'il ne faut pas qu'il aille au sommet de l'Everest, parce qu'il va prendre des risques en montant au sommet de l'Everest, c'est juste pas comprendre. C'est qu'il accepte ces risques, et il accepte cette difficulté, il accepte la mort possible. Et pourquoi? C'est difficile à dire. Quelque chose en moi me pousse à exprimer cette espèce de potentiel et à aller chercher une difficulté alors que je pourrais vivre dans le confort. Et j'en accepte la face sombre qui est que je peux m'y retrouver, finir dans une crevasse et ne pas aller plus loin. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi? Et dans cette notion de pourquoi, on pourrait... Oui, je te la pose. C'est une excellente question, franchement. Et donc, le pourquoi, moi, ça me fait penser que ça fait partie de notre physiologie même. Donc, notre corps, nous sommes des animaux, c'est-à-dire que nous ne pouvons survivre qu'en agissant. Et agir, si je prends au niveau d'une cellule musculaire, c'est dépolariser. Dépolariser, c'est prendre le risque de ne plus avoir de différence entre l'interne et puis l'externe. Si j'ai plus de différence entre l'interne et l'externe, je suis mort. C'est le propre d'un organisme d'avoir son identité propre, différente de l'extérieur. Donc, en agissant, j'accepte de venir mourir. Donc, risquer de me dépolariser. Mais c'est en agissant même que je vais pouvoir exprimer
ce que va être le fait du retour à mon état d'homéostasie, donc à mon état d'équilibre, puisque si mon action est efficace, je vais pouvoir aller chercher un animal, me nourrir, aller chercher de l'eau, boire. Et donc, on est au cœur, dans notre système de survie, de ce paradoxe que je dois pouvoir me mettre en danger pour ensuite pouvoir réaliser le fond de mon être. Alors, souvent, on peut l'exprimer à travers la notion de zone protégée. Donc cette notion de zone protégée, en nous, eh bien, c'est, par exemple, si vous prenez un marathonien, il est au 35e kilomètre, il est en train de donner tout ce qu'il peut, puis il tape typiquement dans ce qu'on appelle le mur du marathon, qu'on identifie plutôt comme un système qui peut être un peu inflammatoire, mais qui serait plutôt lié, en tout cas c'est ce qui a été pensé pendant 30, 40, 50 ans, au fait qu'il y a des réserves, notamment des réserves de glucides, donc de sucre, qui ont fondu comme neige au soleil. Donc quand le coureur a perdu 4 km/h et puis qu'il ne court plus mais qu'il marche, eh bien, si vous lui donnez l'explication qu'il n'a plus d'énergie, il va être content, il va dire écoutez, c'est gentil, j'ai fait tout ce que je pouvais, il a réfléchi pendant j'ai envie de m'arrêter, mais non, on continue, j'ai envie de m'arrêter, mais non, on continue, mais là, j'en peux plus. Et donc, il a une bonne explication, c'est il manque d'énergie à ce qui peut être vécu comme un renoncement. Sauf qu'à ce moment-là, si on cherche dans ses muscles, on va encore se rendre compte qu'il y a entre 10, 15, peut-être 20% des fois de réserve à disposition. Ça veut dire tout simplement que cette zone est protégée. Alors même qu'il met toute sa volonté, vous savez, le moment où eh ben, j'en peux plus, c'est la fameuse expression, qu'est-ce qui fait la différence entre un athlète commun et un athlète de haut niveau? C'est que les deux, une fois qu'ils se sont épuisés, vous lancez un chien méchant à leur derrière et qu'il n'y a que l'athlète de haut niveau et qui se fait bouffer, parce qu'il était allé puiser dans ses réserves. Et donc cette notion d'énergie de réserve, de zone de sécurité, c'est un peu comme si celui qui acceptait d'aller dans la douleur, d'aller dans la difficulté, d'aller sur le fait de puiser, eh bien il accepte d'aller chercher dans cette énergie de réserve, de plus puiser dans cette énergie de réserve, alors que normalement, sa physiologie lui a permis d'utiliser les 80% de départ, mais ne lui permet pas d'utiliser ces 20 derniers %. Ah, ça me fait penser un peu à... Il y avait la même chose avec cette zone protégée dans le milieu de la force, avec notamment Tsatsouline qui avait déjà expliqué ça il y a longtemps, je pense que c'était à la fin des années 90, et expliquait justement qu'on avait tous une zone protégée au niveau du recrutement des fibres musculaires, qui se situait plus ou moins à 70%, mais ce 70% représentait l'équivalent du 1 RM de la personne en question. Et il expliquait que on pouvait aller chercher un petit peu plus haut, mais c'était délétère. C'est-à-dire que je pouvais aller chercher du 75-80%, mais on n'avait aucune notion de ce qui allait poursuivre. Donc, par exemple, il expliquait que les gens qui ont vécu une grande contraction musculaire à la suite d'un foudroiement, non seulement ils ont effectivement eu la plus grosse contraction musculaire possible, mais à côté de ça, on s'est retrouvé avec des fémurs qui étaient brisés, des os qui étaient arrachés, enfin même des tendons, des muscles qui étaient sectionnés. Et donc j'ai l'impression, enfin ça me fait penser un peu à ça, c'est que je peux produire de la force jusqu'à un certain niveau et que en fonction de ce que mon système nerveux me permettrait d'aller chercher un petit peu plus loin, je peux développer plus de force, mais peut-être que c'est plus délétère pour mon corps. C'est exactement ça. Il y a la même chose dans les cas qui sont identifiés de force surhumaine. Vous savez, ces cas, certains c'est de la mythologie, mais d'autres ont bien été identifiés d'une mère qui est capable de soulever une voiture parce que son enfant est bloqué dessous. Et ça c'est véridique, ça peut arriver. Alors en revanche, elle va se péter le dos en le faisant. Donc on a toujours cette énergie de réserve qui, si on comprend bien ce que ça signifie, nous dit tout simplement que la performance maximale, c'est la mort. Et donc ça, tous les sportifs le savent qui se mettent en difficulté, c'est qu'eux acceptent de dealer avec une zone dans laquelle normalement on ne va pas. Donc quelqu'un qui dit qu'il a fait sa perf maximale et puis au bord de la piscine avec un petit truc à siroter, on n'en sait pas. On ne peut pas atteindre en fait notre perf maximale puisque ce sera la dépolarisation de tous nos systèmes et la dépolarisation de tous nos systèmes, ce sera la mort. Donc ces expériences, ce n'est pas des expériences, là c'était des constats, des cas rapportés par Tsatsouline, sont l'expression même de ça. Vous prenez un éclair sur la tronche, votre usine électrique, elle monte à 100%, et là votre muscle il déploie une force qui est telle qu'elle est capable de prendre le fémur et de le casser en deux. Ben voilà votre force maximale telle qu'elle est en train de s'exprimer, et voilà le fameux no pain, no gain. Un grosse pain, puis grosse gain qui amène à terminer.
Et donc, à travers ces exemples, on voit que le corps, il nous permet de faire certaines choses, et en même temps, il s'autorégule pour éviter qu'on aille chercher ces mêmes choses. Alors, c'est un peu paradoxal. Est-ce qu'il pourrait y avoir des déclinaisons physiologiques qui pourraient expliquer cette autorégulation? Ah oui. Cette autorégulation, c'est à la base même du vivant. Et souvent, on dit que tout le monde qui connaît un peu l'exercice, c'est que l'unité d'énergie de base, ça s'appelle l'ATP. Et puis l'ATP, c'est en le scindant, en mettant un phosphate d'un côté et un ADP de l'autre côté, qu'on va produire l'énergie qui va être nécessaire pour notre survie, pour pouvoir bouger, donc pour être performant. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un des produits de dégradation, il y en a plusieurs, mais un des produits de dégradation, c'est le proton H+. Donc l'acidité vient... Et le proton H+, c'est ce qui explique l'acidité. L'acidité qui va impacter la manière dont le muscle va pouvoir, et puis que nos fonctions vont pouvoir se réaliser, est à la base même de l'énergie. Dans notre corps, dès que l'on fait un pas, notre corps met en œuvre des mécanismes qui nous permettent de faire un deuxième pas, et d'autres mécanismes qui nous disent maintenant calme-toi. Puissance et limite à la fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on essaie d'être encore plus concret pour un sportif? C'est que si j'ai décidé d'aller avoir un motif de performance ou d'aller chercher des performances qui sont exceptionnelles, j'ai besoin d'une capacité à récupérer de l'énergie qui est exceptionnelle. Donc cette capacité à récupérer l'énergie, on peut être très basique, c'est déjà, est-ce que tu sais bien digérer? Si tu veux dépenser beaucoup d'énergie, regardez les jours du Tour de France, ils sont obligés d'aller chercher 7000, 8000 calories. Il faut pouvoir les digérer, les 8000 calories. Donc il y a des gens, les gens qui sont gaulés comme moi, je veux dire, moi je prends 8000 calories, je passe 2 jours après sur les chiottes, ça passe direct. Donc les gens qui sont des athlètes qui sont spontanément plutôt maigres et qui quand ils s'arrêtent ne prennent pas de poids, voire ont tendance même à en baisser, eh bien ils n'ont pas des corps très anaboliques, ce n'est pas des corps qui sont capables de prendre l'énergie chimique et de la mettre en réserve dans leur structure. Donc ça devient un peu nécessairement des gens qui doivent être compétents dans la gestion de leur énergie. Voilà, donc ça, on parle du tube digestif, mais on pourrait parler de la même manière sur le sommeil. Il y a des sommeils qui sont plus réparateurs, des gens qui sont à l'aise avec le sommeil, d'autres qui y sont moins. Donc vous voyez, les deux grands pôles de l'énergie qui sont la digestion et puis le sommeil, eh bien, il faut pouvoir le faire. Et ça nous amène, si je continue, là j'ai l'énergie, mais pour pouvoir dormir plus souvent, et un athlète qui dépense beaucoup d'énergie, il a intérêt à faire un... Pardon ? Il faut du temps pour pouvoir bien digérer, pour pouvoir... Il a intérêt à passer l'après-midi, un petit somme de 30 minutes, 40 minutes, même s'il ne dort pas, mais donc un temps qui devient un temps anabolique pour récupérer de temps d'énergie dépensée. Chaque fois que quelque chose d'exceptionnel se fait dans le monde, il se fait par une compétence exceptionnelle. Une compétence exceptionnelle, c'est une énergie exceptionnelle à mettre. Donc, je dois être exceptionnel dans ma capacité à gérer ma vie pour pouvoir récupérer. Donc, vous voyez, on n'est là que sur 2 éléments. Prenons un 3e élément. On va voir en fait que tout ça, c'est pas juste une formule, ça s'appelle une compétence. Si je me dis, OK, no pain, no gain, je vais aller m'exploser les quadrilles, là, je suis trailer, et puis je vais aller faire 4000 mètres de dénivelé, en 4 fois 1000 mètres, hop, je prends le truc, je remonte, je vais faire un bon travail excentrique, je vais avoir les quadrilles explosés pendant 3 jours, et que je récupère, et derrière, enfin, je peux parler, parce que je le fais pas tant que ça, mais assez régulièrement, mais même quand vous marchez au quotidien dans la rue, ou quand vous allez courir, vous vous dites, t'as vu un peu costaud quand même, le gars. Donc vous vous sentez super puissant. Donc impacter, mettre de la douleur sur le quadri, bien sûr, si on le coupe en 2, ça ne va pas le faire. Mais donc, aller supporter ces DOMS sur le quadri, on a récupéré en 3-4 jours, et derrière, la force maximale, elle monte, c'est gigantesque. Comment on se sent mieux, comment on se sent plus stable, comment on se sent plus fort. Donc, on pourrait dire, ça fonctionne plutôt pas mal d'un point de vue musculaire. Si je sais récupérer l'énergie, si je sais reconstituer, donc avoir un système anabolique dans mes muscles, avec le muscle, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc allons-y. Maintenant, réfléchissons à ça avec un tendon. Je veux dire, no pain, no gain, comme ça se fait, je vais faire des sauts de 1 mètre ou de 1,50 m de haut, puis je vais rebondir tranquille sur la pointe de mes pieds. Si je fais ça avec un tendon, c'est un tissu à métabolisme lent, j'ai beau manger tout ce que je veux, si j'ai commencé à inflammer le tendon, il va peut-être falloir que je récupère derrière, donc je fasse des séances beaucoup moins volumineuses, beaucoup plus qualitatives, et donc rien que sur la qualité des tissus auxquels on s'adresse, ça ne peut pas être juste no pain, no gain. Tu ne dis pas ça à un tendon. Un tendon, tu as intérêt à bien sûr l'activer, mais à ne pas venir dans le processus de destruction trop loin, parce qu'il va te falloir beaucoup de temps pour le reconstituer. On pourrait parler pour l'articulation, c'est encore pire que pire quoi, si on vient mettre de la vibration dessus. Donc,
Voyons bien que c'est un processus dans lequel il suppose de mettre un peu de compétences. On pourrait le dire même sur l'aspect émotionnel. Vous voyez bien, dans tous les staffs, on va dire, il y a les papas qui protègent, et puis il y a les compétiteurs qui viennent impacter, et c'est toujours dans cet équilibre entre l'un et l'autre. Bien sûr qu'un compétiteur, il accepte plus de douleur que ce que les autres personnes peuvent accepter. Pourquoi? Parce qu'en général, il a du plaisir, de la passion dans son activité. On va pas revenir sur ce système d'équilibre douleur-passion. Toujours est-il quand même que combien de fois, moi j'ai vu des athlètes, par exemple, je pense au moment où je le dis, à un coureur de 800 mètres que j'entraînais, je me souviens, une compétition à Saint-Maur, dans la banlieue de Paris, et puis il arrivait aux 600 mètres, il était plus vite que d'habitude, on s'est dit, putain, c'est le jour de gloire, et là, il est tombé en panne sèche, et donc les 200 derniers mètres, c'était un enfer, tous les autres qui sont passés, il a perdu je ne sais pas combien sur les 200 derniers mètres, et on voyait la douleur extrême, et à la fin, ça vous donne quoi? Ça vous donne une double douleur, la douleur de ne pas avoir réussi, de vous êtes préparé de ne pas avoir réussi, et la douleur physiologique, physique, en fait, qui vous détruit. Et je peux vous dire que lui, 10 ans après, il m'en parlait encore de son 800 mètres. C'est comme un stress post-traumatique. Donc, ce qui ne me tue pas me rend plus fort jusqu'à un certain point. C'est à partir du moment où ça peut me rendre plus fort, ça peut aussi me rendre un petit peu plus fragile. Et est-ce que ça veut dire que si je reprends, donc tu m'as parlé bonne nutrition, ou en tout cas bon système digestif qui me permet globalement d'avoir une bonne nutrition, j'ai un bon sommeil, j'ai le temps de pouvoir appliquer tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour autant, tous mes entraînements vont devoir être dans le no pain? Est-ce que je vais devoir me dépasser à chaque fois? J'ai le temps de faire le reste. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas faire de temps en temps un entraînement qui est plus lent, plus posé et qui aurait des répercussions plutôt positives sur une compétition ou puis sur les autres entraînements de la semaine? À partir du moment où on vient de dire qu'un système vivant, il est régulé, donc il a deux côtés, le mot « tout » il part à la poubelle. Il n'y a plus de tout. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une compétence avec des hiérarchies qui vont venir s'exprimer. Alors, il est normal qu'on se fasse attraper par le fait, quand on est prépa physique, quand on est entraîneur, il est normal qu'on se fasse attraper par le no pay, no gain. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est comparatif vis-à-vis de la population. Dans un monde de confort, des personnes ont décidé d'accepter plus de douleur pour plus de devenir. Et c'est le propre d'un entrepreneur. Un entrepreneur, s'il accepte de créer une société, il peut tout perdre. Et s'il accepte de tout perdre et qu'il ne perd pas, il va beaucoup plus gagner. Donc c'est un processus inégalitaire parce que j'ai accepté beaucoup plus dans un côté de la balance, je peux prendre beaucoup plus de l'autre côté de la balance. Donc il est normal, puisque le public auquel on s'adresse, c'est son mécanisme de base de venir de dire « moi, je veux plus. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à être le premier, au moins le premier de moi-même, à grandir. Et pour ça, j'en accepte les conséquences qui vont avec. » Donc il est normal que dans nos têtes, on se dise « Eh bien mon gars, puisque tu veux, tu vas souffrir. » Tu vas sortir de ta zone de confort. Cette fameuse phrase. On va t'y faire rentrer dans ta zone de non-confort. Donc tu vas venir agrandir ta zone de confort. Donc c'est normal. En fait. Alors attention après à ne pas rendre une règle relative absolue. Ce que l'on voit beaucoup. C'est un prépa physique qui pense qu'il est payé au litre de sueur. On n'est pas payé au litre de sueur. On est payé sur la compétence à venir réaliser le motif de consultation. De fait, s'occupe d'un sportif. Pourquoi? Si c'est pour être champion de son quartier, c'est être champion de son quartier. Si je suis champion de mon quartier en récupérant plus, j'ai accompli ma mission. Comme on sait qu'il y a un équilibre entre les deux, il faut que je trouve cet équilibre entre les deux. Donc moi je dis à tous les préparateurs physiques, à tous les entraîneurs, ne vous faites jamais avoir par un côté de la balance. Vous devez être en même temps en capacité de main de fer et en même temps de gants de velours. Et donc qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire qu'on planifie ce qu'on estime être le besoin en énergie à disposition, en compétences physiques à disposition pour atteindre ma meilleure performance. Cette planification, elle me donne une direction, elle me permet d'éviter de faire un petit peu tout et n'importe quoi au gré du vent. Et qu'après, je vais aussi réaliser, donc ça c'est le critère externe, la montée vers la performance. Puis après il y a un critère interne, c'est que je vais regarder quelle est l'énergie du jour, ça s'appelle réguler, ça s'appelle adapter l'entraînement. Donc je dois être capable de prévoir mon orthosympathique, je vais te faire monter plus haut même que l'endroit où tu imagines que tu es capable d'aller.
Et donc, il y a des séances qu'on appelle des séances clés, qui sont des séances très importantes dans lesquelles la personne va réaliser son meilleur, va même être poussée peut-être parfois plus loin qu'elle-même, mais ce n'est jamais un truc qui va revenir tous les mardis, tous les mercredis. Il y a des approches de l'entraînement, mais souvent qui sont mises en place dans les pays pauvres, qui vont expliquer que justement ce no pain, no gain, on le voit beaucoup dans les pays pauvres, parce que la valeur de la vie, on comprend pourquoi maintenant que je l'ai expliqué, n'est pas tout à fait la même que chez nous. Si chez nous, vous détruisez un athlète, tout de suite on va vous faire comprendre que il ne faut pas le faire. Alors que ça fait partie un peu du lot dans les systèmes pays pauvres, je le répète, parce que la vie n'a pas la même valeur. Donc si on donne une valeur à la vie, qu'on accepte d'aller se mettre dans la difficulté, mais sans y rester, eh bien, on doit prévoir des séances qui sont des séances qui, parfois, vont être plus douces. Nous, parfois, même, on parle d'exercices soins. Donc là, on va prendre soin de toi et qui, parfois, vont être plus durs. C'est des exercices performance. Et donc là, on va les puiser dans des réserves pour réaliser ce fameux système de mise en difficulté que l'énergie et la récupération va permettre de retrouver, parce que le corps, il n'aime pas être mis en difficulté une deuxième fois, donc il va se renforcer pour, si à la même sollicitation, eh bien, il soit un petit peu plus fort. Et qu'est-ce qui me permet de savoir si le jour J, l'athlète, il a plein d'énergie ou pas? Sachant que l'énergie, elle est quand même variable en fonction de ce que j'ai vécu de mon quotidien. C'est ça, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent venir... Il y a énorme. Donc, on peut planifier. Mais la personne qui pense, qui planifie, qui sait ce qui va se passer après-demain, il faut tout de suite qu'il joue au loto, parce que, je veux dire, il n'a pas besoin de s'embêter à faire autre chose, il va être vite riche. Donc personne ne contrôle l'avenir, on peut donner des tendances d'avenir, mais on doit être surtout dans le présent, donc être capable de réguler. Moi, j'insiste là-dessus, ici on est dans la salle Volodalen, il y a de tout, il y a pour aller vite, il y a pour courir vite, il y a pour courir longtemps, il y a pour être fort, et il y a aussi beaucoup de tapis pour être doux. Ok. Est-ce que on a bien compris ce système de balance, et donc d'un côté je passe sur de l'orthosympathique quand je peux et puis je reviens sur du parasympathique quand la personne en a besoin. Peut-être pour conclure, tu parlais justement de comment est-ce que je peux être sûr que ce jour-là, j'ai besoin de faire de l'ortho, ce jour-là, ou en tout cas la personne a besoin de faire du para. Quelles seraient les questions, peut-être des questions clés, ou je ne sais pas, l'habitude que tu as d'avoir cette discussion avec la personne en disant est-ce que c'est aussi bête qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? Alors là, ta question, je pense qu'on est reparti pour 35 minutes. Alors, ce que je proposerais, c'est que ça pourrait faire une autre vidéo, parce que là, on pourrait parler du ressenti, on pourrait parler de ces fameuses notes pour comprendre la difficulté, notes sur 10 points, quelle est ta quantité d'énergie que tu as à disposition, voir ce que signifient ces notes. On pourrait parler de la régulation cardiaque avec la variabilité cardiaque, qui aurait beaucoup à dire, et puis on pourrait définir toute une somme de différents niveaux de fatigue, ce que c'est qu'une fatigue ortho, ce que c'est une fatigue parasympathique. Il faut que ce soit en premier, quel que soit le processus qu'on utilise. Il y a aussi des processus hormonaux entre les hormones cataboliques et puis anaboliques. Il faut que ce soit un principe d'accord. Je te vois parce que j'ai ça comme note, parce que j'ai ça comme variabilité cardiaque, parce que je vois ta tête défaite, je vois que tu es beaucoup plus fermé que d'habitude. Prenez ce que vous voulez, en fait, les compétences, il y en a 1000. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse une séance plutôt soin. Où là, même si tu es moins bien, parce que c'est aussi ça le haut niveau, même si tu es moins bien, la séance clé, on la tient. Donc c'est une compétence, et je propose que cette partie-là, on en reparle de manière un petit peu plus fine. Les paramètres qui nous amenaient à réguler, plutôt du côté perf, plutôt du côté soin. Impeccable. Pour conclure, du coup, pour finir cette vidéo, d'habitude on donne toujours un petit conseil. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à cette fameuse phrase « no pain, no gain » ? Je ne sais pas un conseil, mais je dirais que c'est une phrase que je comprends, que je suis, pas dans son entièreté, vous l'avez compris, mais qui pour moi signifie, dans une société du confort, tu as décidé de te rendre plus difficile que toi-même. Donc peut-être plus grand, plus en devenir que toi-même. Et cette partie-là, pour une phrase vivante, me semble essentielle. Et tu as même décidé d'aller jusqu'à la possible décomposition de toi, à la possible difficulté vis-à-vis de toi,
pour grandir et c'est infiniment respectable. Fais juste attention de ne pas te laisser emporter par ta force, entoure-la, développe tes compétences et alors tu pourras continuer dans ta vie de progresser à partir de toi-même. Et jusqu'où, on verra bien. Merci beaucoup. Merci.